sous-secrétaire général adjoint. Je vais brièvement vous présenter la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les deux provinces sous état de siège. Je vais commencer par présenter quelques éléments de l'état des lieux. Ensuite, demain, 21 septembre 2022, l'occupation de la cité frontalière de Rutshuru par les M23 va totaliser 100 jours. Bunagana a été occupé par le M23 le 13 juin 2022. Et donc demain, jour pour jour, alors que le monde entier sera en train de célébrer la journée internationale de la paix, nous serons en train de pleurer les 100 jours de l'occupation de Bunagana. Pendant ce temps-là, les populations ayant fui Bunagana et tous les villages des groupements environnants, une partie a fui vers l'Ouganda. Le gouvernement ougandais a décidé de rapatrier des forces ses compatriotes ougandais. Heureusement, la société civile de Rutshuru, avec les opérateurs économiques et beaucoup d'autres notabilités de la province, se sont organisés pour chercher des camions pour aller aider les compatriotes à quitter les camps des réfugiés de l'Ouganda pour retourner à territoire de Rutshuru sur le Congo. Malheureusement, il y a deux véhicules qui ont été détournés du chemin vers Rutshuru par les militaires ougandais qui les ont escortés jusqu'à la frontière avec la RTC, la douane de Bunagana, pour contraindre ses compatriotes à entrer dans la zone sous contrôle du M23 contre la volonté de ces populations-là. Pour quelles raisons le gouvernement ougandais l'a fait? Est-ce que le gouvernement veut livrer ses compatriotes pour servir de bouclier humain au service du M23? Parce qu'il faut dire que jusqu'à ce jour, les populations congolaises refusent catégoriquement de retourner dans leurs champs, dans leurs maisons, tant que les agresseurs du M23 n'auront pas été chassés de ce coin-là. Curieusement, il y a donc deux gros camions contenant au moins 100 compatriotes qui quittaient les cas des réfugiés de l'Ouganda pour le centre de Rutshuru, mais qui ont été ramenés contre leur gré à Bunagana par les services de sécurité ougandais. Alors, consécutivement à cette occupation prolongée, les déplacés ayant fui ces zones vivent d'étendre leur rayon d'action de la frontière avec l'Ouganda depuis l'intervention des troupes ougandaises dans le cadre des opérations conjointes. Le présumé ATF se sont éloignés de la frontière ougandaise, la frontière entre la RDC et l'Ouganda est constituée par les secteurs de Rwenzori et la chefferie de Watalinga. C'est dans ces milieux-là que l'on avait ce que l'on appelait anciennement le triangle de la mort. Mais maintenant, le triangle de la mort s'est élargi. Les ATF ont étendu les rayons dans le territoire d'Irumu, à Ituri, dans le territoire de Mambasa, à Ituri, et actuellement, ils sont en train d'installer leur position dans le parc à Okapi, dans le parc de Eboulou, la faune à Okapi. Ce qui accentue la menace
contre les ressources naturelles congolaises et diminue de plus en plus, expose de plus en plus notre pays. Alors, dans cette dynamique d'extension, la semaine dernière, ils ont perpétué des massacres en série, principalement dans la commune rurale appelée Biakato, c'est vers le chef-lieu de territoire de Mambasa, et dans les villages environnants. La société civile a dénombré 56 morts, 56 personnes égorgées. Dans le territoire de Mambasa, dans les villages Matolo, je parlais ce matin avec le chef de village de Matolo, qui me disait qu'ils ont dénombré la semaine passée 25 personnes tuées. Et dans l'un de ces villages, les ADF ont hissé un drapeau rouge. On ne sait pas si c'est leur drapeau ou quoi, mais c'est pour attester que ce sont eux qui ont les contrôles de ces zones-là. Ça, c'est la situation à territoire de Mambasa. Alors, à territoire de Irumu, c'est toujours à Ituri, en plus de l'activisme des ADF associés à ce qu'ils ont appelé les Bayaboucha, les groupes armés locaux FFPI et FPIC ont repris d'activité, d'intensité. Ils s'affrontent entre eux et ces affrontements dégénèrent en conflit intercommunautaire entre les Bira et les Ngiti. Et plus grave, ces groupes armés ont leurs quartiers généraux dans les quartiers périphériques de la ville de Bunia. Ce qui fait que les tensions intercommunautaires gagnent de plus en plus la ville de Bunia. La semaine dernière, ils ont attaqué les domiciles de 2 députés Ngiti dans la ville de Bunia. Et cela a failli conduire à une escalade entre communautés par milices interposées, et on craint que si la situation n'est pas contrôlée rapidement, que nous puissions retourner à la situation des années 99-2000 où nous avons eu besoin de l'intervention de l'opération Artemis, les troupes françaises qui sont intervenues à Bunia pour enrayer les tueries internes et communautaires qui s'y déroulaient. Donc la situation évolue dangereusement. Toujours à Ituri, la semaine antérieure, dans le village de Lojo, à territoire de... C'est-à-dire que le pays s'afforce jour pour jour dans une situation de chaos. Voilà brièvement ce que je pouvais dire de la situation de l'état des lieux, sans oublier la montée de la criminalité en ville de Gomarié, que pour la semaine passée, nous avons enregistré 5 personnes tuées en pleine ville, en pleine journée, dont 2 campistes, en plein état de siège, et il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suite. Deuxième point, pour évoluer, alors les enjeux actuels autour de cette crise dans la partie est de notre pays. Les enjeux, c'est que le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a tenu une communication hier sur France 24. Dans sa communication, il a dit que les M23 se comportent beaucoup plus comme une armée moderne, avec des armes dont ne dispose pas la MONUSCO et dont ne disposerait même pas l'État congolais. L'Ouganda a une approche de négociation pour s'accorder des garanties de sécurité mutuelle. Cette communication vient rejoindre ce que Bintou Keïta avait déjà dit le 29 juin lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ces propos du secrétaire des Nations Unies rejoignent ce que Mathias Gilman avait dit au mois de juillet sur RFI, vantant toujours le mérite du M23 et déclarant l'aveu d'impuissance de la MONUSCO. C'est à la suite des deux communications de Mme Bintou Keïta et du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, qu'une série de manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO ont été déclenchées dans la province du Nord Kivu. Et ces manifestations qui ont été enregistrées à Goma du 25 au 27 juillet, on en a connu à Butembo, on en a connu à Kassindi, à Béniville, à Ouvira. Ces manifestations ont occasionné la mort de 41 compatriotes qui sont morts devant les installations des Nations Unies, mais également au moins 3 casques-bleus ont été tués. Avec la communication actuelle d'Antonio Guterres, eh bien, la nervosité s'installe à nouveau dans l'opinion publique du Nord Kivu. Appeler à des négociations, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Il est clair que les pays membres du Conseil de sécurité, parés du Rwanda et de l'Ouganda, parés de l'agression contre notre pays, n'ont toujours pas voulu d'une victoire militaire de la RDC contre le M23, contre toute cette pseudo-rébellion montée par le Rwanda et l'Ouganda. Ces pays ont toujours imposé la voie de ce qu'ils appellent les négociations, des étapes décisives vers la balkanisation. Je voudrais rappeler ici ce que nous avons dit, c'est que en décembre 2006, on a contraint le pouvoir à place au Congo de signer ce que l'on a appelé les accords de mixage. C'était par John Numbi. Les brigades qui appartenaient à l'ex-RCD, Goma, qui avaient refusé d'intégrer l'armée congolaise, qui avaient refusé d'être brassées et d'être déployées dans d'autres provinces de la RDC, en dehors du Nord Kivu et du Sud Kivu, ces brigades ont été reconnues comme État congolaises, sans identification. On leur a accordé des numéros matricules, on a commencé à leur donner des salaires, des dotations régulières, sans que personne ne les ait identifiés. Et on leur a reconnu le droit de ne rester qu'au Kivu. En 2000, malgré cet accord de mixage, ces faveurs, ces brigades ont continué la guerre sous le label de ce que l'on a appelé le CNTP. Et à la suite de ces guerres-là, il y a eu des attaques toujours à territoire de Rutshuru. Par exemple, en 2007, ils ont à nouveau occupé Bunagana, je crois pendant plus de 12 mois. Ils ont occupé les camps militaires de Rumangabo. Ils ont menacé de prendre Goma. Et on a organisé, on a contraint l'État congolais à nouveau à des négociations sous ce que l'on a appelé la conférence de Goma de janvier 2008. Il y a une signature des actes d'engagement. Continuer, ils ont repris la guerre. Et cela a... Les États-Unis ont parrainé des négociations secrètes. C'était à nouveau à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies que la sous-secrétaire d'État américain avait organisé une rencontre entre Kagame et Kabila, déjà aux États-Unis. Et de là est venue l'initiative qui a conduit à la signature de l'accord secret de Kigali, accord secret qui a engendré l'opération Umoja-Weto, accord secret qui a engendré les fameux accords du 23 mars qui ont consacré l'intégration
de ces gens du M21 du CNDP à nouveau dans l'armée et autorisation qu'ils restent à nouveau au nord Kivu et au sud Kivu. En 2008, il n'est pas exclu aujourd'hui qu'avec la prise de position d'Antonio Guterres hier, que des rencontres secrètes s'organisent à marge de l'Assemblée, un article renseignant que les services de renseignement français travaillent déjà à une médiation entre le pouvoir de Félix et Kagame. Donc il n'est pas exclu qu'à marge de cette Assemblée générale des Nations Unies qui commence aujourd'hui, que nous soyons mis devant un fait accompli dans un schéma d'accord à faveur des agresseurs. Les troupes issues du CNDP, Rwanda donc, occupaient 41% des fonctions de commandement au Nord Kivu, dans la police et dans l'armée, et 39% des fonctions de commandement au Sud Kivu. Malgré tout ça, ils ont à nouveau recommencé la guerre de 2012. Un dialogue avec ces agresseurs du M23. Lors du sommet de Luanda du 6 juillet 2022, on a signé une feuille de route dans laquelle il a été dit que la principale cause de tension entre la RDC et le Rwanda, ce n'était pas le M23, que c'était plutôt le problème de cette FDLR. Et c'est ce qu'Antonio Guterres a repris hier dans son discours. Et qu'il faut donc trouver des mesures, des mécanismes qui assurent la sécurité des pays voisins, et principalement du Rwanda, contre la présence de ces génocidaires FDLR. C'était ce qui était dit dans la feuille de route de Luanda, et dans cette feuille de route, je le disais la fois passée, il a été demandé à la RTC de mettre en application la feuille de route signée à Kigali le 28 octobre 2019. Aujourd'hui, cette affaire, ce n'est pas la guerre à l'est de la RTC. Si c'était à l'est de la RTC, la guerre serait en train de se dérouler au Rwanda. C'est la guerre de la RTC. Et donc, il est important que nous puissions réfléchir quelle est notre conduite par rapport à cette série de manifestations qui commencent. Allons-nous continuer à organiser simplement la messe de chaque mardi et puis nous retournons chacun son dos et la situation dégénère? Cela nous impose de réfléchir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour joindre nos réflexions à des actions pratiques sur le terrain, des actions de pression. Je vous remercie. Merci honorable, merci pour l'intervention. Voilà, chers amis, il semble qu'il menace de pleuvoir. En principe, d'habitude, nous passons après les interventions à la séance de questions-réponses. Mais soyons réalistes. Il faudra que le secrétaire général prenne la parole. Je voudrais, s'il y a vraiment des questions, nous sommes en train de suivre et d'accompagner ce processus. Si je prends ce qui s'est passé dans les Balkans, au Kosovo, j'étais encore sur le banc de l'école, mais c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le professeur vient de dire ce que Guterres a dit, ben, les carottes sont cuites. Et moi je pense, par rapport à ça, nous n'allons plus rester à faire que dénoncer. Il faut passer aux actions. Et les actions ici, à mon avis, il n'y a que le peuple à sensibiliser. Il n'y a que le peuple. Pourquoi?
dans un pays sous occupation étrangère, et nous le sommes. Rien ne peut lui réussir sans une révolution citoyenne, comme l'a appris en Corée du Nord. Nous sommes en train d'accompagner le processus de balkanisation, et Lumumba avait donné une très belle définition à ça. Lumumba disait, à chaque fois qu'on va vous imposer un dirigeant contre votre volonté, c'est ça la balkanisation. Et donc, je crois que la réflexion qu'a demandé l'honorable Jean-Baptiste, ce n'est plus la réflexion pour chercher les causes, non, c'est la réflexion pour qu'on passe aux actions. Mais ces actions-là, ce n'est pas seulement au niveau de l'Est, pour qu'il y ait un impact sérieux, c'est au niveau national. Et c'est de là